On est parti pour la suite de la formation Apprendre à trouver et suivre un tipster. Donc ça va être la partie théorique où on va faire défiler les slides. Si tu me connais, tu sais que je fais de très beaux slides, de très beaux PowerPoint. Et donc on va faire tout ça ensemble. La première partie, ça va être les questions à se poser lorsque l'on trouve un tipster. Donc les bonnes questions à se poser justement pour savoir si oui ou non ce tipster est intéressant à suivre, si ce tipster va nous faire gagner de l'argent sur le long terme. Et ensuite, on verra ensemble les pièges à éviter lorsque l'on suit un tipster. Donc, je vais avoir avec moi mon livre qui reprend toutes ces grandes idées que l'on va voir ensemble. Ça va être un peu mon pense-bête. Donc, il y aura des parties que je vais citer du livre, mais aussi il y a des choses que je vais potentiellement rajouter avec toi. Donc, voilà, ce livre, encore une fois, tu l'as gratuitement dans l'espace formation, donc je t'invite à le lire. Voilà. Mais sans plus attendre, on va pouvoir commencer du coup avec les questions à se poser pour trouver un bon tipster. Je t'invite aussi à prendre des notes, hein, ça peut être sympa pour retenir et puis puis au moins ça te fait une petite liste, un mémo pour quand tu trouves un tipster, tu sauras potentiellement les questions à te poser. La première question est de savoir si le tipster est spécialisé, oui ou non. L'idée, c'est que si tu trouves un tipster qui va te proposer des matchs de basket, il va te proposer du football, du tennis, en fait, ce mec-là, il va falloir que tu l'évites pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être bon en tout. Si tu veux analyser un match, quel que soit le sport, ça va te prendre du temps. Et évidemment, ce temps, il n'est pas infini. Donc, tu ne peux pas analyser tous les matchs qu'une carte propose, donc que ce soit en football, en basket, en tennis. Tu peux t'y connaître en basket, en plusieurs sports, mais tu ne peux pas te spécialiser dans tous les sports. L'idée, c'est d'avoir un sport de référence. Et l'idée aussi, c'est d'avoir plus qu'un sport de référence, c'est une spécialité dans son sport. Par exemple, dans le football, tu peux avoir des tipsters qui sont spécialisés sur un championnat. Je connais des tipsters qui sont spécialisés pour la Ligue 2 ou sur la Première Ligue. Ok. Tu as des tipsters qui sont spécialisés sur les paris du match nul. Donc ça, c'est encore une spécialisation. Donc, si tu veux un tipster qui est spécialisé, c'est plus rassurant qu'un tipster qui t'envoie tout à l'azimut et qui n'est pas spécialisé plus dans quelque chose que dans une autre chose. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de trouver plus le tipster est spécialisé, même si c'est sur des championnats de niche, plus même s'il est spécialisé sur des championnats de niche, c'est un peu plus intéressant que les championnats de masse. Mais voilà, on va chercher la spécialisation pour un tipster, savoir d'où est-ce qu'il sort en fait ces analyses. Par exemple, moi, ma spécialisation, ça va être du coup des analyses qui sortent d'un algorithme. Ok, donc tout mon travail en amont, je te le présente et tu sais d'où proviennent les pronostics et je te propose pas un algorithme pour plusieurs sports, plusieurs choses différentes. Non, c'est bien spécifié sur ce que je te propose finalement. Donc voilà, la spécialisation très important lorsque tu vas chercher un tipster. Ensuite, est-ce que ce tipster a-t-il une bonne gestion de bankroll? Ça, c'est une loi fondamentale finalement pour réussir dans les paris sportifs. Il te faut avoir une gestion de bankroll béton. Et du coup, le tipster doit te le proposer parce que avant d'être tipster et de proposer en fait ses paris avant de te les vendre, il doit être lui-même parieur en amont et avoir une gestion de bankroll béton. Donc, tu as des tipsters qui vont pouvoir te proposer une notation sur sur leur pari en fait, pour jauger finalement la fiabilité. Voilà, je cherchais le mot du pari. Ça veut dire qu'ils peuvent te mettre, par exemple, une note de 1 à 5, 5 étant
la note la plus fiable pour le pari et 1 la moins fiable. Alors, il y a ça qui est proposé, mais si tu veux, c'est pas quelque chose d'obligatoire que tu dois rechercher forcément, parce que certains le font. Je ne veux pas critiquer ce que font les autres, parce que c'est une façon de fonctionner. Ce n'est pas la mienne, parce que pour moi, si je dois parier, c'est que je vais sur un 5 sur 5, je veux être sûr de mon pari. Je vais pas forcément chercher à faire du fun, du 1 sur 5 ou des choses comme ça. Ça peut arriver que je fasse des tests, un peu de fun entre guillemets, mais c'est parce que la cote est très intéressante, mais c'est extrêmement rare. Si je dois faire un pari, je veux être certain qu'il passe, que ce soit une fiabilité. Donc si tu veux, ce critère de notation peut être intéressant, puisqu'en fait, certains parieurs ne font pas des mises à unité fixe. Je pense que la majorité des parieurs vont te proposer un pari et tu sais que tu dois miser tel pourcentage de ta bankroll. Donc ça doit être déterminé par le tipster ou par toi-même selon tes attentes et tes objectifs en termes de paris sportifs. Après avoir analysé le tipster, tu sais à peu près combien tu vas pouvoir miser sur un tipster. Donc un tipster, il peut proposer une mise fixe et tu sais qu'à chaque fois qu'il balancera un pari, ce sera 1% de ta bankroll qui sera investi sur ce pari. Mais voilà, tu as des tipsters qui vont proposer un système de notation et selon la note, ils vont miser peut-être 1 unité, 2 unités, 3 unités. Et ça, du coup, c'est le tipster qui doit te le proposer. S'il te le propose pas, aucun souci, tu restes sur une mise fixe. Voilà, et c'est tout. Je pense que là, il n'y a pas vraiment de loi et de fonctionnement parce que ça dépend encore une fois de la spécialisation du tipster. Hein. Si tu as des méthodes de gestion de bankroll qui sont en lien avec le fait de jouer un value bet, hein, comme le critère de Kelly. T'as des choses comme ça, et ça peut être des méthodes qui fonctionnent. Donc voilà, c'est peut-être des choses un peu plus rares, mais ce sont des choses qui fonctionnent. Donc l'idée, c'est déjà de savoir en amont si ce tipster a une gestion de bankroll et comment il fonctionne. Comment est gérée cette gestion de bankroll? Est-ce que c'est un tipster qui balance juste ses pronostics, les basta, t'en fais ce que tu veux, ou alors est-ce que c'est un tipster qui te propose une gestion en amont, et cette gestion, tu peux l'appliquer et le suivre à la lettre. Parce que tu peux avoir suivre un tipster, le tipster, on le verra plus tard dans les exemples, il va miser des fois 2 unités sur tel pari, 1 unité sur un autre, 0,5 sur un autre pari. Ok, mais si toi tu le sais pas et que tu mises à chaque fois une seule unité, tu n'auras pas le même bilan, tout simplement. Et du coup, ça fausse un petit peu le suivi. Donc, très important, voilà, la gestion de bankroll. Évidemment, on va essayer, non, c'est pas on va essayer, c'est vous n'avez pas intérêt à le faire, sinon, regarde, je suis menaçant. Ne suivez pas quelqu'un qui vous propose des montantes. On ne suit pas un tipster qui fait des montantes. Je sais que c'est alléchant, je sais que c'est beau. Un tipster qui dit, wow, enfin, tipster, ce ne sont pas des tipsters, ces gens-là, ok? Mais un mec qui va te dire, oh, je suis au palier 5 de ma montante, ouais, c'est super. C'est sûr que quand tu fais des tests sur les paliers des montantes, tu vas avoir des choses astronomiques en termes de montants. Ok, cool. Ces mecs-là sont pas rentables sur le long terme. Ces mecs-là, je vous le dis, ils sont pas rentables sur le long terme. Ou alors, qu'ils m'apportent la preuve. Mais des vraies preuves, tu vois. Et depuis le temps que je suis dans les paris sportifs, j'en ai pas vu. Je dis pas que c'est impossible. T'as des méthodes, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais tu peux faire des montantes sur 3 matchs, 5 matchs, 7 matchs, selon des types de cotes. T'as des systèmes qui permettent ce genre de procédé, mais ça reste, c'est pas fiable, ok? Ne fais pas ça. Ne suis pas ces gens-là, tout simplement. Ouais, tout ce qui est montante, tu fais pas. Tout ce qui est combiné, tu ne fais pas. Tout ce qui est martingale, tu ne fais pas non plus. Voilà, on est là pour investir et gagner de l'argent. Donc, on le fait sérieusement. Donc ces choses-là, tu évites. Si c'est proposé, c'est très bien, c'est rédhibitoire. Tipster, il dégage, tout simplement. Ok. Ensuite, il y a la question de la qualité ou de la quantité du tipster. Pose-toi les bonnes questions sur le tipster parce que là encore tu peux avoir 2 écoles, mais il y a
l'école de la qualité et l'école de la quantité, c'est-à-dire que bah il y en a qui vont te dire que pour être rentable, il faut faire des bonnes analyses et puis bien prendre son temps sur un pronostic et du coup tu fais de la qualité et puis il y en a qui vont te dire mais en fait bah pour être rentable sur le long terme et bah il faut brasser, il faut faire du volume, il faut envoyer du pari, du pronostic et voilà, qui t'aide à bâcler un peu l'analyse ou avoir un autre système d'analyse qui prend moins de temps. C'est possible, hein. Moi, je travaille personnellement avec, enfin, je fais des tests sur de l'analyse purement au niveau des cotes. Bon, bah voilà, ça me prend pas beaucoup de temps. Je peux faire de la quantité. Mais j'ai d'autres méthodes, d'autres stratégies qui sont qualitatives, où je vais t'envoyer 150 paris sur, je sais pas, sur la saison. Donc c'est peu, mais c'est qualitatif. On verra des bilans, hein. Je vais juste montrer plein de choses après. Euh, Là, c'est de la théorie, on va voir beaucoup de pratiques après, tu vas comprendre. Mais voilà, il y a la question de la qualité ou de la quantité. Alors moi, je serais plus partisan de te dire, va sur la qualité. Va sur la qualité. Parce que, alors c'est plus rare, hein, c'est beaucoup plus rare, parce que on va le voir après, mais pour trouver un bon tipster, il faut qu'il ait un bilan certifié avec des bêtes certifiées qui puissent prouver, attester en fait qu'il fait du bon travail. Donc s'il fait de la quantité, c'est plus simple parce que tu as de la data analysée, donc tu sais s'il est rentable ou non. S'il y a de la qualité, il fera moins de paris et ce sera un peu plus compliqué de réussir vraiment à savoir si le mec est bon parce que il y a pas assez de data, il y a pas assez de volume. Donc c'est compliqué, tu vois, il y a pas de bonne façon de faire, mais moi j'aurais comme tendance à dire privilégier plus la qualité. Même pour toi, ce sera plus sympathique à suivre parce que s'il fait de la quantité, je sais pas, si le mec il t'envoie 50 paris à la semaine, c'est beaucoup 50, mais tu vois, s'il fait ça, tu vois, faut que tu les prennes derrière, hein. On va le voir après, mais il y a de la décotation, il y a pas mal de choses qui peuvent influer sur tes résultats dans le suivi. La quantité peut apporter un petit lot de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de complications en plus que la qualité t'apportera pas finalement, hein. Et puis si on en revient sur le fait que t'as un tipster qui est spécialisé, s'il est spécialisé sur la Ligue 2 par exemple, au football, là il y aura pas de quantité, mais tu sais que là il fait de la qualité parce que le mec il a que 10 matchs par semaine à analyser, c'est tout, point barre, c'est réglé, tu vois. Donc voilà, qualité ou quantité, moi je dirais va plus sur la qualité et euh, et voilà. Après, si le mec il dit qu'il a, je sais pas, un algorithme et qui ça propose de la quantité, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ça va être de l'analyse en amont qu'on verra un peu plus tard. Nouveau point, comment distribue-t-il ces analyses? Donc déjà, c'est via quel canal tu vas recevoir son pronostic. Est-ce que tu vas le recevoir par SMS? Il y en a qui le font, on va le voir, il y a des plateformes qui proposent le SMS. Est-ce que tu vas le recevoir par mail? Est-ce que tu vas le recevoir par Telegram? Est-ce que tu vas le recevoir euh, sur WhatsApp? Est-ce que tu ne vas pas le recevoir, mais tu dois aller sur une plateforme pour le rechercher, pour le trouver? Ça, tu dois le savoir pour plusieurs raisons qu'on va évoquer par la suite. On va commencer un peu, mais là, l'idée, c'est que toi, tu veux suivre le tipster, tu veux que ce soit simple et tu veux que ce soit rapide. Par exemple, si tu dois aller chercher le pari sur une plateforme et que tu n'as pas de notification, par exemple, c'est compliqué parce que tu dois être rapide pour suivre le tipster, pour éviter une décote. Donc que la cote chute. Et dans ce cas-là, tu veux être alerté le plus vite possible pour être le plus rapide à prendre le pari. Et de la même façon, tu veux être alerté pour être sûr de le prendre, ce pari. Tu veux pas prendre le risque de ne pas le prendre et de le louper. Donc, il faut que tu saches comment il délivre son pari. Si tu dois aller le chercher sur la plateforme, c'est chiant. Sauf s'il te donne une alerte pour dire va sur la plateforme et tu vois, c'est pénible quoi, c'est pénible. Il y a des façons plus simples, comme la notif Telegram.
la notif WhatsApp. Le mail, pourquoi pas. Mais les mails, ça peut se perdre dans les spams. Les mails, ça peut se perdre d'une manière ou d'une autre. Ça peut se noyer aussi dans d'autres mails. Vérifie bien ça et regarde ce qui, toi, te convient le mieux. Peut-être que tu es le genre de personne qui veut pas non plus être emmerdé par plein de notifications. Donc, peut-être que tu veux aller chercher ce pronostic. Ça va dépendre de toi. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu aies un système qui permette de recevoir, d'avoir rapidement l'information pour rapidement suivre le parieur. Et ça, comment distribue-t-il ses analyses, c'est très important. Dans le même créneau, la même idée, c'est de savoir quand est-ce qu'il donne ses pronostics. Quand est-ce quel timing. Je sais pas si j'en parle après, je crois pas. On va le rajouter ici. Hein. C'est sur, tu vois, moi mes pronostics, je les donne au moins 24 heures à l'avance. Et en général, bon, ce sont des matchs de football. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je parie sur le over 2,5 buts et un but en première mi-temps, donné par mon algorithme. Et tout ça, bah, tu vois, l'algorithme, il le donne assez rapidement. J'ai assez rapidement le pronostic. Du coup, bah, je peux donner l'analyse au moins 24 heures à l'avance. C'est assez rare le jour même. Je fais en sorte de le donner 24 heures à l'avance, bah, pour que tout le monde ait le temps de suivre, en fait, ce pronostic. Et je donne même, normalement, tout avant le début du week-end. Donc, plus de 48 heures à l'avance, tu peux avoir le pronostic et choper une meilleure cote avant la décote. Et voilà, c'est un bon système. Il y a des tipsters qui vont donner des analyses dans l'heure avant le match. Par exemple, sur le football, bah, si tu veux la composition de l'équipe, avant de parier, il va falloir que tu attendes que quelques minutes avant que le match débute pour avoir la composition, avoir l'information et avoir toutes ces informations de dernière minute que tu ne peux pas avoir avant. Et tu as des tipsters du coup qui vont te filer cette information-là. Le truc, c'est que si tu reçois, je sais pas, l'analyse 30 minutes avant le début du match, tu as un laps de temps de 30 minutes, toi, pour choper le pari. Bah, ça met un peu plus la pression parce que bah tu as une vie à côté. En plus, si c'est, tu vois, le week-end, il y a des gens déjà qui travaillent le week-end, donc si tu travailles le week-end, bah c'est compliqué. Si t'as un repas de famille le week-end, bah, ça peut être chiant d'être sur son téléphone, tu vois, d'attendre l'analyse ou de la louper. Tu peux même louper une notification parce que, bah, je sais pas, tu en es l'été, t'es à la plage, bah, t'es parti de baigner, tu loupes quelque chose. Donc ça peut être compliqué. Donc ça, tu vois, comment distribue-t-il ces analyses? Regarde le timing, ok? Regarde l'heure de distribution, comment il fonctionne. Essaie de regarder comment il fonctionne sur ça. Pareil, si le mec il parie sur la NBA, c'est aux États-Unis la NBA. Si tu reçois l'analyse en pleine nuit que tu dors, comment tu le suis? Tu peux pas le suivre, le mec. Ça, c'est plein de petits détails bah, que tu dois savoir. C'est des petits pièges. Bah, tiens, qu'on verra d'ailleurs après, des petits pièges. Mais tout ça, évidemment, c'est à vérifier, savoir quand est-ce qu'il distribue ses analyses. Et donc là, on y arrive. La décote est-elle forte? Donc la décote, c'est tout simplement, eh bien, la cote qui diminue, qui chute après le pronostic, eh bien, d'un tipster. Ça arrive très, très, très régulièrement, beaucoup plus qu'on ne le croit, puisque en fait, c'est tout simple. Hein. Si tu es tipster et que tu vends un pronostic et que tu es suivi, mais je sais pas, par des centaines de personnes, ces centaines de personnes misent toutes bah, déjà 100 euros, bah, tu as plusieurs milliers d'euros qui vont arriver d'un coup sur le marché. La cote, elle va s'effondrer parce que les bookmakers vont s'adapter. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent, les bookmakers. Donc, ils veulent pas te donner des grosses cotes. S'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, évidemment, ils vont se dire, OK, il y a peut-être une information qu'on n'a pas, il y a peut-être quelque chose qu'on doit vérifier pour être certain de ne pas faire de bêtises, pour être certain de ne pas faire d'erreur. On va faire descendre la cote pour, bah, payer moins les parieurs qui auront parié dessus et ne pas perdre d'argent. Voilà, c'est une question de volume d'argent. Et cette décote arrive très souvent pour les tipsters populaires.
un tipster qui est même les tipsters gratuits. C'est pour ça que les tipsters gratuits, c'est pas toujours très ouf de les suivre, parce que bah, ces mecs-là, bah, s'ils sont bons, ils peuvent être suivis par parfois par des milliers de personnes. Je pense que ce serait pas déconnant de dire ça, tu vois. Et si bah, chaque personne met 10 balles sur un pari, bon bah la cote elle va chuter. Du coup, ce qu'il faut, c'est que toi tu prennes rapidement cette cote pour éviter cette décote. L'idée, c'est d'avoir la même cote que le tipster. Si tu n'as pas la même cote que le tipster, tu n'auras pas le même bilan que le tipster, tout simplement. Le tipster, lui, s'il a une cote à 2,10 et que toi tu la chopes à 2, bah il y a une différence. C'est exactement le même principe de la vidéo que je vais mettre en ligne sur la plateforme sur le fait de parier hors argel et de parier sur les bookmakers français. Sur les bookmakers français, la cote est plus faible. Du coup, bah si tu paries sur les bookmakers français avec une cote plus faible, alors qu'à côté tu as une cote plus intéressante, bah tu peux gagner, enfin c'est sûr, tu vas gagner moins finalement sur les bookmakers français. Et bah c'est pareil sur chez les tipsters. L'idée c'est d'avoir la même cote que lui, si ce n'est la cote la plus proche, et voir pourquoi pas mais une cote au-dessus, hein, pourquoi pas. Mais tout ça, et bah c'est très important à prendre en compte, la décote. Euh, donc c'est pour ça aussi les bons tipsters, normalement, un bon tipster, eh bien ça limite le nombre de places, le nombre d'accès à son service. Eh bien, tout simplement pour éviter ce facteur de décote. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais potentiellement mettre en place, parce que jusqu'à maintenant, j'étais gratuit. Il faut vraiment que j'enlève tout ça. Jusqu'à maintenant, j'étais gratuit et bon, il n'y avait pas forcément de grosses décotes notables. Peut-être parce que je suis pas non plus suivi par grand monde, par beaucoup de gens. Je vais l'enlever. Ah voilà, j'ai enlevé les notifications de Telegram. Désolé pour ça. Ce sont les membres des programmes premium que je propose qui discutent. Ok, donc je disais que personnellement, là, je vais cette année du coup sortir mon service de tipster payant. Et bah là, le nombre de places seront limitées logiquement pour éviter ce système de décote. T'as les tipsters qui ont rien à cirer finalement et que bah ils proposent leur tips et tant pis pour la personne qui suit si elle est rentable ou si elle gagne moins. Il y en a qui s'en fichent, moi j'aime pas trop ça, je me dis que si j'ai envie de gagner de l'argent et que je propose un service pour faire gagner de l'argent, je veux que vous gagnez autant que moi. Donc voilà, cette décote est importante à prendre en compte, sachant qu'il y a une méthode pour savoir si la décote est importante et si elle te permet de quand même être rentable en suivant le tipster. Tout simplement, il suffit de suivre le tipster à blanc, de récupérer finalement les cotes que toi tu aurais pris au moment où il les envoie ou tu les reçois. Donc tu prends cette cote là et tu prends la cote que lui met dans son bilan. Et en fait, en faisant la moyenne de cette décote, si cette moyenne est supérieure au retour sur investissement du tipster, eh bien du coup tu ne seras pas rentable avec ce tipster sur le long terme. Donc évidemment, on fait pas ça sur 10 paris, il faut en faire sur un plus gros échantillon. Allez, fais-en 100, tu vois. Au bout de 100, tu te dis que si la décote est supérieure au ROI du tipster, tu dis ok, lui malheureusement ce qu'il me propose, il est peut-être rentable lui, mais soit il y a une communauté trop importante qui le suit et qui parie des gros volumes de mise et du coup moi quand j'arrive la cote elle a chuté et puis du coup il me reste que les miettes, ou soit t'es pas assez rapide, enfin peu importe la raison, dans tous les cas si tu constates que en le suivant tu constates une décote trop importante et que t'as pas le même bilan, c'est même au niveau des bookmakers. Admettons que ce mec-là, il a accès à un bookmaker que t'as pas et qu'il a toujours une meilleure cote que toi, même si tu le prends en même temps que lui, tu vois. Si tu prends le pari à la seconde et qu'il a, il a une meilleure cote, bon, il a une meilleure cote, le mec. Et si t'as pas accès au bookmaker, tu peux rien, toi. Du coup, le suis pas. Voilà, c'est un truc qui est rédhibitoire. Si la décote est trop importante, ne suis pas ce mec. Ok. Voilà. Je m'énerve tout seul. C'est n'importe quoi.
Eh ben, tu sais, belle transition. Utilise-t-il les mêmes bookmakers que toi? Logiquement, tu dois avoir accès aux mêmes bookmakers que euh, le tipster, si ce n'est un meilleur bookmaker. Admettons que, je sais pas, il parie sur un XBet. Un XBet, c'est un bon bookmaker, les codes sont un peu plus intéressants qu'en France, mais tu vois, c'est pas le meilleur, hein. Le meilleur, quoi, bon, peu importe. Le meilleur, c'est Pinacle. Bon, bah, t'as Pinacle. Bon, bah, si lui il joue sur Bet 365, bon, tu t'en fiches. Tu vois, t'as quand même Pinacle, qui est une référence et qui est un très très bon bookmaker avec réputé pour avoir les meilleures cotes. Ok. Maintenant, bah, si inversement lui il joue sur Pinacle, mais que toi t'es, je sais pas, sur William Hill, tu vois, Unibet, même des bookmakers français, bon bah voilà, là c'est compliqué parce que bah lui aura toujours une meilleure cote. Même si tu prends la cote à la seconde même où il publie son pronostic, tu n'auras jamais la meilleure cote parce que bah, lui il est un meilleur bookmaker. Donc c'est important d'avoir ça en compte. C'est assez simple à régler, hein. Il suffit juste d'avoir Pinacle ou Betfair et puis après c'est bon, t'as les meilleurs bookmakers. Moi perso, moi je suis que sur ces deux-là, hein. Et après, bon, t'as d'autres outils que j'utilise un petit peu, mais pas forcément à fond parce que le gros de ma bankroll, il est utilisé sur Pinacle et Betfair pour le trading. Mais t'as des outils justement qui te permettent de choper les meilleures cotes à chaque fois. Donc pourquoi pas comme DreamBet, tu vois, t'as des choses comme ça ou qui sont proposées et tu peux avoir des, euh, des outils qui te permettent d'avoir les meilleures cotes. Donc, pourquoi pas. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un bon bookmaker. On en revient encore sur le fait que bah si tu as une différence de cote, la différence de cote fera une différence de bilan, et la différence de bilan fera que bah, tu seras peut-être pas aussi rentable que tu l'aurais espéré avec ce tipster. Ok. Maintenant, est-ce que ton tipster joue-t-il des value bets? Donc la value bet, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours au préalable, c'est tout simplement un pari à forte valeur, c'est-à-dire que le bookmaker va offrir une cote eh bien plus intéressante que bah, la probabilité estimée par le tipster. Le tipster, il pense que bah, la cote est plus forte qu'elle ne devrait l'être et du coup il en profite. Et bah, c'est une méthode, le jouer des value bets est une méthode rentable sur le long terme. C'est une des méthodes qui permet bah, de gagner sur le long terme. Et ben, un bon tipster, lui, cherchera du coup à jouer des value bets. Et pour savoir s'il joue des value bets, tout simplement, il suffit de prendre la cote qu'il t'envoie, qu'il te propose sur le pari, et de prendre la cote de fermeture du pari, parce que cette closing odd, cette cote de fermeture, elle va représenter la probabilité la plus forte. En fait, c'est la cote la plus ajustée par le bookmaker juste avant le début du match. C'est la cote la plus ajustée qu'il aura proposée sur tout l'événement, sur tout le pari proposé. Et du coup, bah, si le parieur, le tipster, il a une cote qui est supérieure à cette cote de fermeture, c'est qu'il a joué un value bet. Et donc, bah, c'est qu'il a bien fait son travail et que bah, il est potentiellement rentable sur le long terme et que le mec est très sérieux, hein, donc voilà. À voir s'il joue des value bets. Euh, Après, c'est pas non plus obligatoire. Moi, je le fais pas, le jouer forcément des value bets, parce que bah ce que j'ai pour l'instant, ce sont des algorithmes et des méthodes, euh, des méthodes méthodologiques. Enfin, c'est des choses automatiques où il n'y a pas forcément une analyse de ma part, c'est juste des critères qui s'assemblent et qui me disent, OK, tiens, tu joues sur tel pari. Et peu importe ce qu'en pense le marché, si le marché il dit oui ou non, non, moi l'algorithme il dit oui, je joue, tu vois. Donc voilà, encore à voir. S'il joue des value bets, c'est sûr que c'est mieux. Après, si le mec qui te dit, bon, c'est un algorithme et puis les value bets, moi je m'en pète, bon, ok, pourquoi pas. Mais si voilà, le tipster fait de l'analyse fondamentale, hein, il analyse bien ses paris, il cherchera
à faire des value bets. Donc, je te recommande de suivre un tipster qui en fait. On en vient à un point très important. C'est a-t-il un bilan à vérifier? Oui. On continue l'analyse. Non. Tu next direct. Vraiment, tu next direct. Parce que tu as énormément de pseudo-tipsters, même des tipsters qui vont te proposer des bilans, qui ne vont pas te proposer de bilan, et dans ce cas-là, mais tu ne sais pas. Tu sais pas si ces mecs sont rentables. Donc, à moins que tu les suives à blanc, tu les suis à blanc et puis tu fais ton propre bilan pour voir si les mecs sont sérieux. Mais, enfin, déjà, tu vois, c'est une gage de non-sérieux de la part du tipster de ne pas proposer de bilan. Parce que, s'il est tipster, c'est qu'il est parieur. S'il est parieur, c'est qu'il a un bilan. S'il a un bilan, s'il est positif, qu'il te le montre. Tu vois. S'il est négatif, c'est pour ça qu'il te le montre pas. C'est tout. Il doit avoir un bilan certifié, le mec. Enfin, déjà un bilan. Attends, certification, on va voir après. Tu vas un petit peu trop vite ton besogne, mon Alex. Il doit avoir un bilan, ce mec, ce tipster. S'il a pas de bilan, c'est pas intéressant. Il y en a beaucoup, voilà, qui ont des grosses communautés, qui ont des sites internet, qui font de la pub, et on les suit parce que c'est des très bons marketeurs. Des très bons marketeurs, les mecs. Ils t'envoient des pronostics, et puis c'est vrai que des fois, il y a des séries gagnantes, quand même, hein. Mais il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Et en fait, peut-être que tu as une série gagnante, tu fais un très bon mois. Enfin, ça fait un mois que je tombais sur ta pub et que je vois que tu balances des pronostics super intéressants, mec. Waouh, mais putain, ça fait un mois que je te suis à blanc et là, je fais mon petit bilan et je vois que t'es positif. Ouais, ok. Ça fait 6 mois qu'il est en négatif derrière, hein. Ça fait 6 mois qu'il se prend une tollée. Là, il voit qu'il est en good run. Bim, il balance des pubs. Toi, tu cliques sur la pub, tu vois qu'il est bon. Tu fais, ah ouais, on va le suivre. Allez, bim. 30 balles, je le paye par mois, le mec. Et non, on va faire ça. Faites pas ça, les mecs. Il doit avoir un bilan, ce garçon. Un bon tipster, il a un bilan. Pour la même raison que je viens de t'évoquer, si il est tipster, il est parieur. S'il est parieur, il fait son bilan. S'il a un bilan positif, il te le montre. Voilà. Ça, un parieur professionnel, un parieur sérieux a un bilan. Il fait son bilan. C'est sa comptabilité, c'est la gestion de son entreprise. Et c'est une preuve. C'est une preuve. S'il y a une chose, tu peux être la pire des buses en marketing, hein. Tu vends une prestation de service en tant que tipster, avec un bilan vérifié ultra bon. Bon, là, c'est bon, c'est une preuve de vente. Tu peux être le meilleur en marketing, si t'as pas un bilan vérifié, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc là, on en vient maintenant au bilan certifié. Parce que tu as aussi des tipsters, des parieurs qui vont te proposer des bilans, mais qui n'est pas certifié, qui ne sont pas vérifiés. Et donc, quand je dis vérifié, certifié, c'est par une plateforme, par un tiers qui va te certifier que le bilan n'est pas falsifié. Parce que c'est ça le risque. C'est que je te propose un bilan. Ouais, mais je mets ce que je veux sur mon bilan. Je t'envoie un fichier Excel, j'ai mis ce que je veux. Non, il faut qu'il soit certifié. Et puis tu as des plateformes qui le font. Tu as des plateformes qui le font. Tout simplement, Bet Analytics. Tu vois, tu peux faire ton bilan dessus. Tu as une fonctionnalité où tu peux dire, ok, je veux un bilan certifié. C'est-à-dire que tu vas mettre ton pari, l'heure. Une fois que l'heure est passée, tu ne peux plus modifier ce pari. Ok? Bon, là c'est pas le top sur ces bilans certifiés parce que finalement tu peux magouiller entre guillemets déjà l'heure. Et du coup, enfin, tu peux un peu magouiller, même sur Gain, enfin, bon. En vrai, non, oublie Bet Analytics. Ils proposent des trucs certifiés, mais fais attention au bilan Bet Analytics certifié. Tu peux un peu magouiller, et du coup, il faudrait quand même vérifier tous les paris. Imagine, t'as 1000 paris, laisse tomber, hein. Il faudrait vérifier tous les paris que le tipster aurait pas mitonné, quoi. Un peu chiant. Mais tu as des plateformes comme Odds tu as des plateformes comme Bogabet, des plateformes qu'on va voir un peu plus tard, des plateformes qui te proposent voilà des services on va les voir plus tard ces plateformes, mais en gros tu as des plateformes où c'est infalsifiable.
Ça veut dire que tu vas sur la plateforme, tu poses ton pari. Après ton pari il est posé, il est clôturé, c'est la plateforme qui gère le truc, tu vois. Toi, tu mets s'il est gagnant ou s'il est perdant. Même t'as des plateformes qui vont tout automatiser, qui vont dire si oui c'est gagnant, si non c'est perdant. Et en gros, bah tu vois, ça c'est infalsifiable. Ça, tu ne peux pas le falsifier. Et si je te montre ça demain, si j'ai un bilan comme ça, mais c'est une mine d'or parce que bah du coup c'est mon argument de vente. J'ai un bilan qui n'est pas falsifié, qui est certifié et il est bon, il est positif. Et bah ça, je peux te suivre. Par contre, voilà, s'il a pas de bilan, c'est niet, tu le dégages. Ou alors, bah, tu le suis à blanc. Mais le suivre à blanc, bah, faut le suivre pendant des mois, parce que, ouais, tu peux avoir un bon mois, mais est-ce que t'es rentable sur le long terme? C'est ça le truc, tu vois. Et c'est un risque à prendre. Alors que, bah, si le mec est vraiment rentable, bah, qu'il te propose le bilan, tout simplement. Simplement. Donc voilà, très important, bilan vérifié. Le prix aussi est assez important, parce que tu peux avoir de tout. Vraiment, tu peux avoir de tout. On va avoir plusieurs plateformes et on va avoir des prix, bah, ça va de tout au tout. T'as le tipster qui va te demander 5 balles par mois. T'as le tipster qui va te demander entre 17 et 27 euros par mois. C'est les tarifs. Ce serait plus ça les tarifs. T'as le tipster qui va te demander 49 euros par mois. T'as le tipster qui va te demander 90 balles par mois. Encore une fois, bah, tout ça, ça va dépendre aussi du rendement. Bah, c'est sûr que si je te propose, je sais pas, tu vois, 15% de retour sur investissement, c'est énorme. Bah là, je peux te mettre ouais, un bon abonnement. Bon, bah, si je te propose 4%, l'abonnement, faut qu'il soit très élevé, quoi. Donc, tu as des abonnements aussi qui sont donc au mois, ça se fait beaucoup, euh, au trimestre, à la saison, à l'année. Il y a plusieurs formats d'abonnement. À toi de trouver celui qui te convient le mieux. Tu as aussi des plateformes ou même des tipsters qui te proposent du coup un prix unitaire. En fait, ils vont te vendre le pari. S'il est gagnant, tu payes, je sais pas, 5 balles. Et s'il est perdant, tu payes pas. Ça, c'est bien, c'est honnête. Parce que du coup, le tipster est récompensé bah, pour son travail. Et puis, bah, tu veux qu'il gagne, le mec. Hein. Voilà. Après, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas si bien que ça. Parce que, bah, finalement, tu ne peux pas avoir 100% de réussite. Donc, tu as forcément des paris perdants. Donc après, bah, ça fait partie du jeu, les paris perdants. Donc si t'es pas rémunéré pour même quand tu perds, non, c'est un tout. Hein, tu peux pas avoir 100% de réussite. Bon, peu importe. En tout cas, il y a plusieurs systèmes que nous verrons. On va voir tous ces systèmes ensemble, des paiements. Mais le plus important, tout ça pour te dire que n'oublie pas de soustraire l'abonnement au potentiel bénéfice du tipster. C'est-à-dire que quand tu vas trouver un tipster, tu vas dire, OK, ce mec-là me ramène potentiellement tant par mois. Parce que bah, tu vas devoir faire des calculs avant. D'accord. D'accord que quand tu vas trouver un tipster, bon, en amont, tu vas te dire, ok, moi j'ai une bankroll de 1000 euros. Si je mise 1%, 10 euros. Lui, il gagne 5 unités en moyenne par mois. Donc, je vais gagner 50 euros en moyenne par mois. Ok. Il me coûte 25 euros ce tipster. Bon, bah, du coup, ça fait un bénéfice de 25 euros. Ok? Ça, c'est très important de te dire combien tu vas gagner au final. Combien va te rapporter le tipster. Parce que si tu gagnes 50 euros par mois, mais que le tipster il t'en coûte 50, bah ça sert à rien. T'es pas rentable à la fin. Donc très important à prendre en compte, être déduit sur les potentiels bénéfices. Hein, c'est logique tout ça. Donc voilà, attention au prix du tipster.